Bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation d'être un grand témoin. Alors, c'est un titre très honorifique, grand témoin. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais je ne sais pas de quoi je vais témoigner au final. Mais voilà. Mais je vais surtout essayer de vous présenter, de vous introduire un peu la matrice sol. Alors, moi, je ne suis pas pédologue, je ne suis pas géologue, je ne suis pas agronome, je suis écologue. Et à l'INRA, on a embauché des écologues il y a une vingtaine d'années. On continue d'embaucher justement pour parler de biodiversité et d'une biodiversité fonctionnelle, au service notamment de l'agriculture, mais aussi plus largement de la société. Donc on a un petit problème d'écran. Alors, c'est pas grand-chose, mais il y aura souvent des logos de partenaires financeurs qui seront en bas de l'écran, donc notamment la région. Donc, donc si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes... alors, vous devinerez au niveau du rideau. Voilà, donc on va attaquer. J'ai pas mal de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais faire juste une petite correction. Ce n'est pas 10 000 espèces de bactéries par gramme de sol, c'est 1 million d'espèces de bactéries par gramme de sol. Mais la faune, c'est bon. C'est 30% à peu près de la biodiversité du sol, de la planète se trouve au niveau du sol. Voilà. Alors Stéphane, on ne s'est pas trop calé, donc je sais que ta conférence d'après s'appelle C'est quoi un sol? Donc là, je vais commencer à faire une petite introduction sur un sol, c'est quoi, mais j'irai beaucoup moins précisément que Stéphane, parce qu'avant de parler de biodiversité du sol, il faut parler du sol en tant que tel, en termes de matrice environnementale, en termes d'habitat. Alors en fonction de ses compétences, de son expertise, on peut avoir plusieurs définitions du sol, par exemple, et plusieurs visions aussi quand on est géologue. Le sol, c'est une toute petite couche infime qui est à la surface de la croûte terrestre et qui n'a pas un intérêt formidable pour les géologues, puisqu'eux, ils étudient toute la planète, le manteau, le noyau, etc. Et donc le sol, c'est la surface qui fait des fois quelques centimètres, des fois quelques mètres. Des fois, il n'y a pas de sol, parce qu'on est sur un massif rocheux. Voilà. Et donc, c'est une couche très infime, mais qui est un énorme support de services et de biodiversité. Les pédologues, il y en a quelques-uns dans la salle, illustres. Alors eux, ils étudient plus précisément cette couche superficielle, cette couche de sol. Alors il y aura la présentation de Stéphane après, donc je ne rentre pas dans le détail, mais la vision des pédologues, c'est que le sol, c'est une matrice hétérogène, c'est même la plus hétérogène et la plus structurée de notre planète. Et puis globalement, elle est faite de quoi? Elle est faite de particules minérales, sable, limon, argile, qui vont se coller par de la matière organique, générée par les organismes vivants, et former des agrégats. Et ces agrégats, ils sont petits, ils sont gros, micro, macro. Et dans ces agrégats, on a du vide. 50% de volume de sol, c'est du vide, et heureusement. Parce que dans ce vide, on peut avoir de l'air, mais on peut avoir aussi de l'eau. Donc des réserves hydriques pour les plantes. Et puis surtout, dans ce vide, on a des organismes vivants. Ce sont les habitats pour les organismes vivants, ces agrégats. Alors, au niveau du sol, on a aussi une vision culturelle un peu particulière par rapport à d'autres matrices comme l'eau, l'atmosphère, qui ont une image relativement positive. Le sol, dans notre inconscient et dans notre culture, il a une image relativement négative. C'est peut-être pour ça qu'on l'a étudié un peu tardivement, notamment au niveau de sa vie. Et donc, généralement, quand on parle de sol, et dans l'éducation même des enfants, c'est un environnement inconnu, sale, plein de microbes et inaccessible. Donc, on a plutôt une image un peu négative, et vous verrez demain, je crois, avec Lux Trena, qui a fait développer toute une philosophie du sol. Le sol est quelque chose d'aveugle. Et la vue, c'est l'intelligence dans notre culture. Donc quelque chose d'aveugle, c'est quelque chose qui, par défaut, est assez négatif. En plus, on a quand même la bonne idée d'y enfouir nos déchets, pour partie. Donc le sol devient presque assimilé à une poubelle, entre autres. Et puis on y enterre aussi nos morts, culturellement. Donc on a un rapport au sol qui est un peu particulier par rapport à ça. Et puis aussi... les sols, c'est les enfers, avec Hadès, gardien des richesses de la terre, qui est devenu le gardien des enfers. Donc on a quand même un rapport culturel, éducatif avec le sol qui est assez négatif sur différents points, et ce qui explique peut-être que c'est une des matrices les moins bien connues de notre planète aujourd'hui, et notamment en termes de biodiversité. Alors quand on regarde la vision des écologues, qui est la mienne, que je partage avec mes collègues, quand un écologue, le sol, c'est un habitat, c'est-à-dire que il regroupe un ensemble de micro-habitats qui vont héberger un ensemble d'organismes très importants et très variés. On peut voir qu'on va... Alors attendez, je crois que j'ai un pointeur. Non, si, c'est ça. Alors, on a des habitants et des organismes vivant dans le sol qui sont très variés. Tout d'abord, en termes de taille, on a des organismes très petits, les bactéries et les champignons, et c'est là-dessus que je focaliserai aujourd'hui parce que je fais de l'écologie microbienne du sol, donc c'est ma spécialité.
Voilà, après, on est dans la faune du sol avec de la microfaune, les nématodes, les protozoaires, de la mésofaune. Là, on est dans la centaine de microns, les colamboles, on commence à arriver dans le visible. Et puis la macrofaune avec la star des organismes du sol que tout le monde connaît, le ver de terre, que ce soit les enfants, les pêcheurs ou les agriculteurs, tout le monde connaît les vers de terre. Pourquoi on les connaît si bien? C'est parce qu'ils ont un rôle assez bénéfique, hein. C'est vrai qu'ils aèrent le sol et puis ils sont faciles à observer, faciles à piéger. Et donc, généralement, les premiers indicateurs de qualité biologique des sols étaient basés sur l'observation, le dénombrement, la caractérisation des vers de terre. Mais le sol, c'est aussi tous ces organismes, très différentes tailles, très différentes formes, et bien sûr très différents aussi en ressources génétiques et donc en fonction portée par rapport à l'ensemble de l'écosystème sol. Alors, quelques petites photos voilà, d'organismes particuliers du sol. Ici, vous avez un nématode qui est un ver microscopique. Alors, certains sont pathogènes des végétaux, mais énormément ne le sont pas. La plupart ne le sont pas et sont impliqués dans la fertilité du sol. Une petite bébête assez mignonne qu'on appelle un colambole, qu'on voudrait presque adopter, mais il fait à peu près 1,2 mm, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et ce sont des dégradeurs de litière très importants. Un acarien, on en connaît beaucoup dans les maisons, mais il y en a aussi naturellement dans les sols et à la surface des sols qui dégradent la litière. Et puis, l'organisme le plus fantasmagorique du sol, le tardigrade, relativement inconnu, qui résiste à des sécheresses, des irradiations, des températures très importantes et qui est de plus en plus étudié, notamment pour ses capacités génétiques à résister à ces conditions extrêmes. Alors, ces organismes vivants, ils sont à la base de nombreux services écosystémiques qui sont fournis par le sol. Ça, c'est la planche de la FAO qui liste un petit peu tous les services fournis par le sol. On a 3 grands types de services. Alors, quand on parle de services écosystémiques, c'est les services rendus à nos sociétés. Donc, on est très anthropocentré quand même. 3 grands types de services. Les premiers sont des services de fourniture ou d'approvisionnement. Le sol va fournir des aliments, des fibres, des combustibles, des éléments nutritifs, un habitat bien sûr pour les organismes, ça on aura l'occasion d'en discuter, des sources de composants pharmaceutiques, un fondement pour les infrastructures humaines, une fourniture de matériaux de construction. Voilà, donc ce sont des services d'approvisionnement, de fourniture. Le sol nous amène des éléments, nous, à nos sociétés. Il y a aussi des services de régulation. Et là, on est en plein dedans avec les changements climatiques parce que le sol est un réservoir potentiel de carbone et donc il va avoir un rôle très important dans la régulation du climat. On incite notamment toutes les surfaces agricoles ou autres à stocker du carbone. Il ne faut pas aussi oublier le rôle du sol en tant que filtre environnemental pour la purification de l'eau, c'est-à-dire que le sol est un filtre physique, chimique et biologique pour purifier l'eau quand les eaux arrivent au-dessus du sol et qu'elles sont relativement polluées ou qu'elles se polluent au niveau du sol, hein, c'est aussi possible. Leur passage dans le sol jusqu'aux zones de captage entraîne une forme de dépollution. Et là, les organismes vivants sont aussi très actifs dans cette dépollution-là. Et puis, la régulation des cycles de l'eau. Tout à l'heure, on a parlé de l'artificialisation. Hein. Quand on imperméabilise les sols, quand les sols sont tassés, couverts, eh ben, le cycle de l'eau se passe moins bien et c'est les phénomènes d'inondation et de crue. Donc voilà le deuxième grand type de service. Et le troisième type de service rendu par le sol, c'est un patrimoine culturel. Le sol, c'est un peu la mémoire, c'est les vestiges de nos civilisations. Et donc, il y a un service de patrimoine culturel. Alors, comme toujours, on essaye de monétariser ces services. Et l'estimation de la perte de ces services pour la société humaine s'élèverait à peu près à 20 milliards de dollars par an, bien au-delà de la dette de la France, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est une somme inimaginable. Autre chiffre très important au niveau du sol, c'est là où l'écran gêne un peu, 95% des aliments viennent du sol. Donc la plupart de notre sécurité alimentaire, de notre alimentation, a pour origine le sol. Et même les pêches côtières sont influencées par le sol, puisque en fait, tous les éléments minéraux et organiques qui sont amenés par les fleuves, par l'érosion des sols, nourrissent tous les cheptels de poissons côtiers. On l'a vu quand on fait des barrages, notamment sur le Nil, on fait chuter le cheptel de sardines à l'embouchure du barrage d'à peu près 80% parce qu'on limite les apports nutritifs à ces poissons côtiers. Donc le sol rend des services très importants, mais ça on en est tous convaincus aujourd'hui puisqu'on est là. Le sol a aussi des menaces très importantes. Elles sont listées au nombre de 8 voilà, à l'échelle internationale. Alors, si on rentre sans hiérarchie, hein, tout d'abord, des choses assez bien connues, des contaminations, c'est-à-dire des pollutions locales, plutôt industrielles ou diffuses, voilà, par des retombées atmosphériques. L'artificialisation, pardon, donc l'imperméabilisation des sols par l'expansion urbaine, mais on peut voir qu'aussi au niveau des villages, etc., on a de l'artificialisation des sols. Il n'y a pas que les grandes villes qui poussent, aussi les villages au niveau des zones rurales hein, ont tendance à artificialiser.
Perte de matière organique au niveau des sols, et ça c'est un vrai problème, parce que si on perd de la matière organique, on déstocke du carbone. Et le but c'est d'inverser quand même la tendance et d'aller stocker de la matière organique à ce niveau-là. Salinisation des sols dans des systèmes plutôt arides. Tassement des sols, donc ça dû notamment aux pratiques agricoles. Mécanisation, mauvaise couverture, perte de matière organique entraîne un tassement des sols. Et puis glissement de terrain et inondation, érosion, et puis un peu la résultante de tout ça, perte de biodiversité. Donc voilà les 8 grandes menaces que l'on a listées au niveau des sols. On les connaît tous, hein. Et c'est vrai que la plupart de ces menaces peuvent être aussi d'origine agricole. Quand on parle de perte de matière organique, de tassement des sols, de salinisation, d'érosion, ça peut être des problématiques agricoles dues à des pratiques agricoles qui sont peu durables. Alors quelques petits exemples de menaces. Pollution. C'est assez dur de trouver des chiffres récents sur les sites et sols pollués en France. Alors, je vais peut-être pas sonner aux bonnes portes, mais j'ai demandé à l'ADEME. Donc, en France, en 2014, donc vous voyez que les chiffres sont pas tout récents. Alors, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui, moins, j'en sais rien. On a à peu près 10 000 sites pollués référencés. Et ce sont essentiellement des sites industriels ou urbains qui sont bien référencés. Par contre, absolument pas de référencement des sols agricoles. On ne connaît pas les taux de pollution des sols agricoles, que ce soit aux métaux lourds, aux HAP ou bien sûr aux pesticides. Très peu d'études dessus. Ça commence un petit peu à sortir, mais on a très peu de connaissances et très peu de référencement là-dessus. Quelques petits exemples, par exemple, quand on regarde la pollution au plomb, ici vous avez la carte de France des teneurs en plomb dans les sols. Eh ben, c'est vrai que ça correspond, les zones les plus polluées correspondent historiquement là où il y avait de l'essence avec plomb, c'est-à-dire des zones urbaines ou de grande circulation automobile. Donc ça, c'est une pollution historique connue. Une pollution d'origine agricole, celle du cuivre, par exemple. Quand on regarde les teneurs de cuivre dans les sols, là où on a le plus de cuivre dans les sols, au-delà bien sûr des fonds géochimiques, ben, ce sont les vignobles français, parce que historiquement, on utilisait beaucoup de cuivre, plusieurs dizaines de kilos par hectare et par an. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rationnel, hein, on est à quelques kilos par hectare et par an. Mais pendant plus d'un siècle, on a utilisé énormément de cuivre, ce qui a fait que le cuivre s'est accumulé dans les sols. Donc ce sont des métaux lourds, hein, et des métaux lourds qui sont potentiellement toxiques à partir d'une certaine dose. L'érosion, problème historique, l'érosion, mais encore fortement d'actualité, notamment au niveau des sols agricoles. Donc là, il y a aussi une forme d'incompréhension, notamment de ma part, de voir encore des sols qui sont mal couverts, qui sont soumis à l'érosion, qui déboulent en bas de pente et qui sont perdus par l'agriculteur ou le viticulteur. En France, on estime que l'érosion affecte 20% du territoire métropolitain, avec les grandes zones en rouge ici. À l'échelle planétaire, c'est plutôt un tiers des sols soumis à des processus d'érosion. Et ce qu'il faut savoir, Stéphane le rappellera sûrement tout à l'heure, c'est que la pédogénèse, donc la capacité naturelle de reformer un sol, c'est 0,05 mm de sol formé par an. C'est-à-dire que pour refaire un sol de quelques dizaines de centimètres, il faudra plusieurs milliers, voire même 10 000 ans pour reconstruire ce sol. Donc une fois qu'on a perdu physiquement ce sol par un processus d'érosion, c'est fini. Alors on peut toujours le remonter, hein, c'est ce que faisaient les moines au Moyen-Âge, ils remontaient à dos d'homme le sol en bas de la côte viticole. D'ailleurs, ce n'était pas toujours le sol du bas qui remontait, ils allaient chercher dans la plaine, ce qui fait que des fois on a des terroirs un peu particuliers, mais ça c'est une autre histoire. Donc on peut remonter le sol, le remettre, mais à partir du moment où ce sol ne tient pas parce qu'il est maltraité, agressé mécaniquement et pas couvert aussi, par un couvert végétal qui peut le tenir, on aura toujours ces processus d'érosion. L'artificialisation des sols, je vais aller très rapidement, il y a des chiffres qui ont été donnés. Alors c'est vrai que les chiffres sont assez effrayants. Donc cette fameuse imperméabilisation due à l'extension urbaine, 55 000 hectares de terres agricoles sont perdus par an, ce qui est globalement l'équivalent d'un département tous les 7 à 10 ans ou de 26 mètres carrés par seconde, si je lis à travers le rideau. Donc voilà, c'est un chiffre assez affolant d'extension urbaine et c'est encore d'actualité. Donc la ZAN arrive. Mais en attendant, on continue d'imperméabiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on imperméabilise un sol, déjà on enlève la couche arable, parce qu'elle est compliquée, elle est pénible, elle est meuble, donc ça ne tient pas bien quand on construit dessus. Donc on enlève toute la partie de sol vivant, et en plus, dessus, généralement, c'est imperméable. Donc le peu d'organismes vivants qui sont restés, généralement, ils sont sous une chape de béton ou de goudron, et donc ils ont peu de chances de survivre et de continuer à se développer et de fournir des services aussi à ce niveau-là. Donc voilà, donc il y a un problème d'imperméabilisation à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle internationale. On va rentrer un peu plus précisément dans la biodiversité, maintenant qu'on a fait cette introduction sur le sol. Alors je suis désolé, je suis un petit peu pessimiste, un peu comme tous les intervenants ce matin, hein. On plombe un peu, en plus c'est l'automne, il fait froid aujourd'hui. Mais bon, on va essayer quand même de donner aussi quelques discours positifs sur les sols et la biodiversité du sol. Alors là, la question, c'est est-ce que les sols subissent la 6e extinction ?
La dernière étant celle des dinosaures, par une météorite ou par un autre phénomène, le débat n'est pas là. La réponse est on n'en sait rien. Donc je vous le dis tout de suite, avant, vous pouvez partir maintenant si vous voulez. On n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas d'inventaire comme on l'a sur les poissons, les mammifères, les oiseaux, historiques, naturalistes de la biodiversité du sol. On commence depuis une vingtaine d'années à véritablement bien investiguer, caractériser la biodiversité du sol. Donc on n'est pas capable aujourd'hui de donner une dynamique de perte ou de gain de cette biodiversité. On a quelques tendances, bien sûr. On a quelques suspicions sur les pratiques, et je vous en montrerai quelques-unes, mais on n'a pas de bilan global d'évolution de la biodiversité. Alors la France est un peu leader à ce niveau-là, et on pourra voir que d'ici 5-6 ans, on pourra en France commencer à faire un bilan global d'évolution de la biodiversité, notamment microbienne de ces sols. Alors je remets cette planche, non pas pour vous redire qu'il y a plein d'organismes différents, mais pour vous donner cette fois des chiffres. Voilà. Donc les bactéries, les micro-organismes en général, et surtout les bactéries, 1 milliard d'individus par gramme de sol, et à peu près 1 million d'espèces. Donc là, on est sur la loi des grands nombres. Alors c'est normal, ils sont tout petits, donc on en met beaucoup dans un gramme. Et puis ils ont des génomes très petits, donc il y a beaucoup d'espèces très différentes. Et en plus, c'est très dynamique tout ça, avec des capacités d'adaptation très importantes. Elles étaient là bien avant nous, elles seront là bien après nous. Les vers de terre, on peut avoir plusieurs tonnes de vers de terre par hectare. Ce que je vous donne, ce sont des chiffres moyens. Ce n'est pas obligatoirement des chiffres d'un écosystème forestier, naturel, peu perturbé. Ça peut se trouver aussi dans des sols agricoles, à partir du moment où les pratiques ne sont pas trop agressives. Et puis quand on regarde toute la faune du sol, globalement, micro, méso et macrofaune, on est à peu près à 10 000 espèces par mètre carré. Donc on est quand même sur des chiffres très importants, et c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Le sol représente aujourd'hui la 3e frontière biotique de notre planète, c'est-à-dire un écosystème très diversifié et encore en exploration, les 2 autres frontières étant les fosses océaniques profondes et la canopée des forêts primaires. Et 30% de la biodiversité totale de notre planète est estimée se trouver dans le sol, en sachant qu'aujourd'hui, on connaît à peu près 10% des espèces au niveau du sol. Alors ce chiffre de 10% des espèces, il est surtout vrai pour les micro-organismes, parce que comme ils sont très nombreux, très diversifiés et très dynamiques dans la création de diversité, on en découvre un peu tous les jours. Sur la faune du sol, on découvre encore des espèces, mais on connaît la plupart d'entre elles. Donc c'est un des écosystèmes les plus biodiversifiés de notre planète. Et si je focalise un peu plus sur les micro-organismes, et je vous ai mis un beau ciel étoilé, parce que Hubert Reeves disait il y a quelques années qu'il y avait plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel. Il avait totalement raison, c'était même bien en deçà, puisque, je vous rappelle, dans un gramme de sol, on a à peu près 1 milliard d'individus bactériens et des fois quelques millions d'espèces. Et quand on regarde les champignons qui sont un peu plus gros, alors quand on parle de champignons, ce ne sont pas les carpophores, les fructifications à la surface, c'est les filaments microscopiques dans le sol. Et là, on est à des millions d'individus et des milliers d'espèces au niveau du sol. Donc ils sont un peu plus gros, donc on en met un peu moins dans ce gramme de sol. Et surtout, cette biodiversité, donc c'est bien sûr un patrimoine, j'ai envie de dire commun, presque mondial, mais c'est surtout un patrimoine qui exprime des fonctions, qui porte des fonctions. Et ces fonctions, si on doit en retenir qu'une, la plus importante, c'est la minéralisation de la matière organique du sol. Les micro-organismes sont les seuls organismes à être capables de transformer la matière organique en matière minérale qui sert à la nutrition des plantes. Donc ce sont eux qui sont à la base de la fertilité par la dégradation de la matière organique. Bien sûr, ils sont aussi impliqués dans la structuration du sol. On parle beaucoup des vers de terre qui font des galeries, etc. Mais ceux qui forment le sol, les agrégats, micro, macro, ce sont les bactéries et les champignons. Tout simplement, ils construisent leur maison. Les bactéries construisent des petits agrégats et les champignons stabilisent des plus gros agrégats. Et cette notion d'agrégat, elle est très importante parce que l'agriculture, par certaines de ses pratiques, notamment le labour, va casser ces agrégats. Donc ça va entraîner des tassements du sol, des pertes de réserves hydriques et surtout la mort ou la fuite des habitants de ces agrégats, que sont les micro-organismes. Comme les bactéries et les champignons, ils sont capables de s'adapter à tout ce qui passe en termes de carbone pour tirer du carbone et de l'énergie, donc de tout dégrader, de tout décomposer. Ils sont aussi impliqués de facto par la dépollution du sol. C'est-à-dire quand on a des nouvelles molécules, pesticides, HAP, des métaux aussi qui sont capables de transformer, les micro-organismes vont les transformer soit pour utiliser le carbone et faire de l'énergie pour se développer, soit parce que ce sont des toxiques, notamment par exemple le cuivre dans les sols viticoles, et ils vont le rendre moins toxique. Ils ne vont pas le dégrader parce qu'on ne peut pas dégrader un métal, mais ils vont le transformer chimiquement, ils vont le rendre moins toxique et de facto, ils vont dépolluer l'environnement.
Et puis, on connaît beaucoup de bactéries et de champignons, voilà, parce qu'ils sont pathogènes de l'homme, des animaux, des plantes. Hein, mais ça, c'est 1 à 2% des bactéries et des champignons, et encore des fois c'est moins, qui sont pathogènes dans une communauté de sol. Et le reste est bénéfique, et le reste surtout peut être antagoniste de ces pathogènes. Donc on est en train de développer depuis une vingtaine d'années, au début ça s'appelait la lutte biologique, maintenant on appelle ça du biocontrôle, c'est un peu comme l'Institut Agro, on change de nom régulièrement, mais c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a un réservoir énorme d'agents microbiens qui vont être capables de lutter contre des pathogènes et qu'on pourra utiliser en biocontrôle justement pour remplacer peu à peu les pesticides de synthèse qui posent des problèmes de pollution environnementale. Donc voilà les fonctions portées par ces micro-organismes. Alors vous pouvez me croire sur parole, mais le mieux c'est quand même de faire des démonstrations, surtout quand on est chercheur, c'est un peu notre métier, de faire des démonstrations expérimentales de l'importance de cette diversité microbienne pour les grandes fonctions du sol. Et là, donc, c'est ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années au niveau de l'équipe. C'est toute une thématique portée par Pierre Lamaron, où on a fait de façon expérimentale et artificielle une baisse de la diversité microbienne d'un sol de 30%, de 50%, de 70%. Et en fonction de ces baisses, on a regardé, on a mesuré les fonctions portées par le sol. Donc là, je vous montre celle pour 30%. Si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, quand on regarde les bactéries, je vous dis qu'il y a à peu près 1 million d'espèces, ça veut dire qu'il reste 700 000 espèces. C'est quand même encore un nombre assez conséquent. Si on perd 30% de cette diversité microbienne, on perd 40% de la capacité de minéralisation de la matière organique au niveau du sol. Donc globalement, 40% de la fertilité biologique d'un sol. D'ailleurs, quand on mesure, quand on met des plantes sur ces deux sols, enfin c'est le même sol avec une perte de biodiversité, on peut voir que celle qui a moins de biodiversité se développe presque 2 fois moins vite que celle qui a le plus de biodiversité. Donc on perd 50% de la productivité végétale. Alors ça, c'est fait en serre, bien sûr en conditions contrôlées. Au champ, c'est un peu plus compliqué à faire. Paramètre important et très actuel, on perd, quand on a un phénomène de sécheresse, en fait, le fait de perdre de la biodiversité microbienne au niveau du sol n'engendre pas une meilleure résistance de la plante à la sécheresse. Par contre, elle engendre une meilleure récupération de la plante après la sécheresse. C'est-à-dire que si la sécheresse n'est pas trop forte et que la plante survit et que les conditions d'humidité reviennent, eh ben, les plantes récupèrent mieux quand il y a une meilleure diversité microbienne au niveau du sol. Donc ça, c'est très important parce qu'en termes de résilience, notamment de la plante, eh ben, elle va pouvoir se redévelopper et continuer son cycle. Au niveau de cette fameuse stabilité structurale du sol, c'est-à-dire la capacité de faire des agrégats, d'avoir de la porosité et d'avoir une bonne réserve hydrique, et donc de résister aussi à l'érosion, quand un sol est bien structuré, il n'est pas soumis à l'érosion. Et ben, si on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol, on perd 50% de la stabilité structurale d'un sol. C'est-à-dire que voilà, le sol, par sa perte de biodiversité, sera plus sensible à l'érosion, au tassement, à une mauvaise réserve hydrique, etc., etc. Et puis en fait, paramètre un petit peu nouveau, ce qu'on appelle l'état sanitaire, on a mesuré le temps de survie de pathogènes qui n'étaient pas originaires du sol. Et on a amené ça au sol, ça arrive quotidiennement, hein, des pathogènes qui, par aérosolisation, viennent au niveau du sol et s'implantent plus ou moins, et donc développent des foyers de maladies. Et ben en fait, on a testé sur un pathogène humain qui est l'Listeria monocytogenes, qui n'existe pas dans le sol. En fait, si vous avez une diversité optimum au niveau du sol, l'Listeria disparaît en 5-6 jours. Donc il est éliminé par les bactéries et les champignons qui sont présents, qui occupent toutes les niches, et il ne s'implante pas. Par contre, si vous baissez de 30% la diversité, il va rester 15 jours. Et si vous baissez de 50% la diversité microbienne, c'est cette courbe-là, c'est son temps de survie en jours, il va rester plus de 25 jours. C'est-à-dire que là, vous libérez, vous avez moins de biodiversité, certaines niches sont vides, l'Listeria arrive, pas de compétition, et s'implante, il reste de plus en plus longtemps, et potentiellement, il peut développer un foyer de maladie. Alors là, on parle d'un pathogène humain, c'est valable aussi sur des pathogènes végétaux et sur des pathogènes animaux, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a véritablement un effet barrière, et ça on le connaît bien au niveau du tube digestif, hein, tout le monde en est conscient. Au niveau du sol, le concept est un peu plus à démontrer, c'en est une première démonstration. Mais ça c'est très important parce que quand on parle de protection des cultures, on pense toujours à des systèmes curatifs une fois que la maladie s'est développée. Mais avoir une bonne biodiversité et des pratiques qui stimulent la biodiversité du sol agricole entraîne aussi moins potentiellement de maladies au niveau de la plante, moins d'attaques, moins de pression de maladies. Alors, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de biodiversité microbienne, qu'elle avait des grandes fonctions. Maintenant, j'espère qu'on en est tous à peu près convaincus. Faut-il être encore capable aujourd'hui de mesurer cette diversité et cette abondance de micro-organismes? Alors, c'est vrai qu'historiquement, en France, surtout, on cite toujours Pasteur, hein. Donc, mes pasteurs, ils travaillaient avec un microscope, avec des boîtes de pétri, ils mettaient en culture. Mais ça, on oublie
des milliards d'individus, des millions d'espèces, on ne peut pas résoudre cette immense abondance et diversité avec ce genre d'outils. Donc depuis une trentaine d'années, on a fait un peu comme la médecine, d'ailleurs on les suit souvent dans les développements technologiques, hein, on en bénéficie. On travaille non plus sur les individus, mais sur leurs marqueurs génétiques. Et donc on n'extrait plus les bactéries et les champignons du sol, pardon, mais on extrait l'ADN du sol, ce qu'on appelle le métagénome du sol. Et aujourd'hui, si on est capable de mettre en culture simplement 1% des bactéries et des champignons au niveau du sol, on est capable d'extraire 90% de l'ADN des micro-organismes d'un sol. Et ça, dans une grande diversité de sols rencontrés à l'échelle de la France, voire même plus largement. Donc on a une approche relativement exhaustive et sensible, qui est de travailler sur l'ADN. Et à partir de cet ADN, après, bien sûr, on va le caractériser. Et là, on a développé différents outils. Tout simplement, on va quantifier l'ADN du sol, c'est ce qu'on appelle la biomasse moléculaire microbienne. Donc c'est la quantité d'ADN microbien qu'on est capable de sortir et on assimile ça à une quantité de micro-organismes. Pour la petite histoire, le ministère de l'Environnement appelle ça la bidoche microbienne, puisque c'est un indicateur national sol. Voilà. C'est vraiment un magma de micro-organismes. On ne peut pas distinguer bactéries, champignons, mais c'est une notion quantitative, voilà, de biomasse, et c'est un paramètre important. Et puis, bien sûr, on bénéficie aussi des nouvelles technologies de séquençage, hein, comme la médecine. Et aujourd'hui, on est capable de séquencer tout cet ADN et d'aborder véritablement des indices de diversité et des inventaires des espèces au niveau du sol. Chose qui était impensable il y a 15 ans. On était en train de faire des codes barres de nos communautés. Aujourd'hui, on peut avoir accès à les inventaires des espèces de bactéries et de champignons dans chaque sol. Alors, fort de ces outils qu'on a commencé à développer dans les années 95-2000, hein, et qui sont toujours en veille technologique, on a aussi une initiative en France qui était assez remarquable et qui est toujours assez leader, la France, par cette initiative. C'était la mise en place du réseau de mesure de la qualité des sols, le fameux RMQS, pour ceux qui le connaissent, qui est en fait un réseau d'observation de la qualité des sols à l'échelle de la France avec une grille systématique d'échantillonnage de sol avec des carrés de 16 km de côté. Donc vous avez 2200 carrés de 16 km de côté qui quadrillent toute la France, y compris les DROM, hein, je ne les ai pas représentés là, mais ils sont présents. Et au centre de chacun de ces carrés, on va échantillonner, enfin il a été échantillonné un sol. Non pas représentatif du carré, mais les 2200 sols, eux, sont représentatifs de l'hétérogénéité de la France, que ce soit en type de sol, en mode d'usage, en climat ou en géomorphologie. Donc on a 2200 sols échantillonnés de façon systématique à l'échelle de la France et qui représentent la grande diversité environnementale des sols, mais aussi des paysages français. Et c'est vrai que ce réseau de mesure de la qualité des sols, au début, il était essentiellement géré par des pédologues. Donc pour eux, c'était une qualité physico-chimique, entre guillemets, c'est-à-dire des classes texturales, du pH, du taux de carbone aussi, paramètre très important. Et nous, on est arrivé, donc le réseau a été lancé en 2002, hein, il a fallu presque 7 à 8 ans pour tout échantillonner avec des déclinaisons départementales, notamment l'Institut Agro qui a été impliqué dedans, les chambres d'agriculture, etc. Nous, on est arrivé il y a une quinzaine d'années avec nos outils moléculaires. Et le but, c'était d'appliquer ces extractions d'ADN et ces caractérisations d'ADN à ce réseau, à ce RMQS, pour faire un inventaire national de l'abondance et de la diversité des micro-organismes à l'échelle du sol. Et ça, c'est une première, j'ai envie de dire, mondiale. Aucun pays, encore aujourd'hui, n'a ces inventaires à l'échelle du territoire national. Alors voilà, la France est la première nation à avoir des cartes de biodiversité microbienne de ses sols, grâce au réseau de mesure de la qualité des sols. Et voilà les cartes du RMQS, donc les cartes nationales. Ici, de la fameuse bidoche microbienne, donc la biomasse moléculaire microbienne, la quantité d'ADN microbien. Et ici, la diversité bactérienne, c'est-à-dire le nombre d'espèces de bactéries. En bleu, ce sont des zones froides, qui sont faibles, soit en biomasse, soit en diversité. En rouge, jaune, ce sont des zones chaudes, un peu plus riches. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes, parce qu'on aurait envie de positionner la Bourgogne, ou chacun venant d'une région différente se positionner, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, parce que ça prendrait toute la matinée. Déjà, un premier constat, c'est qu'il n'y a pas de sol mort. À l'échelle de la France, on n'a jamais rencontré de sol mort. Il y a des sols plus ou moins vivants. Voilà, les Landes, par exemple, sol très sableux, très acide, avec beaucoup de matière organique à base de conifères. Bah, ça, c'est vrai que ce n'est pas très enclin à la vie, mais c'est naturel, entre guillemets. Bon, les conifères au-dessus, depuis Napoléon, peut-être un peu moins, mais des sols sableux acides, c'est naturel. Et donc, on a un peu moins d'abondance à ce niveau-là et aussi un peu moins de diversité. Donc, mais il y a toujours de l'abondance et de la diversité microbienne, quel que soit le type de sol en France et quelle que soit sa position géographique. Donc on a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cartes aussi différentes entre la biomasse et la diversité. Ça veut dire que ce ne sont pas les paramètres de l'environnement qui vont gérer la quantité et la diversité des micro-organismes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de bactéries qu'elles sont diversifiées, ou ce n'est pas parce qu'elles sont très diversifiées que vous en avez beaucoup. On a un peu tous les cas de figure.
Et bien sûr, l'intérêt d'un sol pour avoir un bon fonctionnement, c'est d'avoir beaucoup de bactéries et qu'elles soient diversifiées, et la même pour les champignons. Si on regarde un peu plus en détail ces cartes, pour vous donner un petit peu les éléments qui expliquent qu'on ait une structuration hétérogène à l'échelle nationale, hein, c'est tout d'abord, on a un effet sol. Quel que soit le paramètre microbien, abondance ou diversité, c'est toujours le type de sol qui va être le premier paramètre qui va influencer la quantité ou la diversité des micro-organismes. Et puis pour la biomasse, on a aussi un effet mode d'usage. Alors là, oui, là j'ai vraiment un problème d'écran. Donc en bas, ce sont les forêts. Voilà, ça vous avez un effet mode d'usage, c'est-à-dire qu'on a plus de quantité de micro-organismes, de biomasse microbienne, dans les prairies et les forêts, systèmes naturels ou semi-naturels, que dans les systèmes agricoles. Pas totalement illogique, il y a des pratiques agricoles, les pesticides, le travail du sol qui agressent mécaniquement, chimiquement les micro-organismes, mauvaise couverture végétale, et puis moins de carbone aussi dans ces sols, moins de matière organique hein, par rapport à des prairies et forêts, donc le frigo est un peu plus vide, et donc les micro-organismes ils se développent moins. Si on regarde la diversité bactérienne cette fois, alors, on a toujours un effet sol, hein, et ce n'est pas les mêmes paramètres de sol qui expliquent la diversité bactérienne que ceux qui expliquent la biomasse. Mais surtout, on a aussi un effet mode d'usage. Et alors là, c'est bon, voilà. Vous avez les forêts ici, les prairies, les grandes cultures et les vignes et vergers. Alors les forêts sont à peu près au niveau des prairies, voire même un peu en dessous, mais ce que l'on voit, c'est qu'on a une séquence différente, voire même inverse à la quantité de micro-organismes. On a plus de diversité bactérienne dans les systèmes agricoles par rapport aux systèmes naturels ou semi-naturels. Quand on a découvert ces travaux, ces résultats il y a une dizaine d'années, le monde de l'écologie n'était pas très content, parce que pour eux, la forêt, les prairies, c'est les réservoirs de biodiversité. C'est vrai pour la plupart des organismes, c'est moins vrai pour les bactéries. Par contre, le monde agricole était content, parce que pour une fois, ils avaient plus de biodiversité dans leur sol ou dans leur écosystème que d'autres pans de la biodiversité ou d'autres écosystèmes. Voilà, alors comment on explique qu'il y ait plus de diversité de bactéries dans les sols agricoles par rapport à des sols de prairies et de forêt? Bon, en fait, c'est des lois écologiques que l'on a en écologie microbienne, qui s'appliquent aussi à l'écologie des macro-organismes. C'est la loi de la perturbation intermédiaire. Alors, je vais essayer de la faire rapide et simple, c'est pas toujours évident. En fait, la perturbation intermédiaire, elle dit qu'un écosystème a son maximum de diversité quand il est moyennement perturbé. C'est un peu comme vous êtes au maximum de vos capacités quand vous êtes un petit peu stressé, mais pas trop. Quand vous êtes trop reposé, vous êtes un peu endormi, et quand vous êtes trop stressé, ben là, vous êtes inhibé par le stress, etc. Mais quand vous êtes moyennement stressé, ben vous êtes au maximum de vos capacités sportives, cognitives, etc. Ben c'est pareil pour un écosystème. Quand il est perturbé de façon moyenne, c'est là où il a son maximum de diversité. Par contre, s'il est faiblement perturbé, il a moins de biodiversité parce qu'en fait, il n'y a pas de perturbation. Donc, comment on appelle ça, les opportunistes vont prendre le dessus. Et s'il est très perturbé, on va avoir un stress très important, par exemple un choc thermique ou un polluant très toxique. Et là, on va éliminer des espèces par la toxicité de ce stress. Et donc, en fait, on explique les vignes et les vergers et les grandes cultures comme des écosystèmes ayant une perturbation intermédiaire pour les bactéries, et donc qui stimulent la biodiversité par rapport aux écosystèmes prairiaux et forestiers qui, eux, ont des perturbations faibles et qui ont de facto moins de biodiversité. Voilà, bon, j'espère que c'est clair, on pourra en discuter par la suite. Et si on regarde les champignons, cette fois, donc voilà une autre carte de France encore, donc ça veut dire que les champignons n'ont pas les mêmes paramètres environnementaux que les bactéries ou la biomasse. Eux aussi, il y a un effet sol, alors je ne l'ai pas mis là, mais il y a un effet climat. Ça n'apparaît pas pour la biomasse, ça n'apparaît pas pour la diversité des bactéries, mais on a un effet climat non négligeable pour les champignons, derrière l'effet sol et derrière l'effet mode d'usage, mais il est quand même significatif. Ce n'est pas aberrant quand on connaît un peu l'écologie des champignons, hein, c'est des phénomènes climatiques qui les font se développer. Et ça veut dire aussi que s'ils sont influencés directement par le climat, les changements climatiques vont modifier les compositions et la diversité des champignons dans les années à venir. Ce qui ne sera peut-être pas le cas des bactéries, sauf via l'intermédiaire du couvert végétal. Mais pas. Et au niveau effet mode d'usage, eh ben là, on a encore une séquence différente. Alors, je suis désolé, mais la forêt est là. Elle est en dessous de la prairie. Donc, on a moins de diversité pour les champignons en forêt et prairie par rapport aux grandes cultures. Donc là, on est toujours pareil. Forêt, prairie, pour les champignons, c'est une perturbation faible, moins de diversité. Les grandes cultures, c'est une perturbation moyenne, intermédiaire. Donc, je stimule la diversité des champignons. Par contre, la vigne est une perturbation forte, et là, la diversité des champignons chute. Donc là, on a vraiment la théorie de la perturbation intermédiaire, faible, moyenne et forte. Et ce n'est pas totalement illogique de dire que la vigne est une perturbation forte pour les champignons. Pourquoi? Parce que beaucoup de pesticides en vigne,
surtout 80% d'antifongiques, donc on agresse directement les champignons. Et puis aussi, chose qu'on dit un peu moins, beaucoup de mécanisation en vigne, hein, beaucoup de travail du sol, beaucoup trop de travail du sol, peu d'enherbement. Et quand on travaille le sol, qu'est-ce qu'on casse? On casse les agrégats et surtout ceux qui sont plus instables, c'est-à-dire les macro-agrégats. Et les macro-agrégats, bah, ce sont les champignons qui les habitent parce qu'ils sont un peu plus gros que les bactéries qui, elles, sont dans les micro-agrégats. Donc on a une double peine au niveau des vignes émergées, des agressions chimiques et aussi des agressions mécaniques. Donc voilà pour ces inventaires. Alors là, je vais faire un peu de promo aussi. Je sais pas si... Non, c'est pas encore tout de suite. Je vais y revenir après. On a complété ces approches d'abondance et de diversité microbienne par des réseaux d'interaction. Donc j'ai mis un réseau social, là, Facebook, Twitter. Voilà, si vous prenez celui que vous voulez. En fait, c'est exactement le même concept. On est capable, en écologie, il reste 10 minutes. D'accord, je suis loin de mon... on est capable en écologie de regarder, de même quantifier les interactions entre les bactéries, entre les champignons, entre les bactéries et les champignons. Et c'est très important ces interactions biotiques parce que plus on a d'interactions au sein d'une communauté, c'est exactement comme une communauté humaine, plus la communauté est stable et fonctionnelle. Ça en écologie, c'est une loi assez fondamentale et c'est pareil pour nos réseaux sociaux. Et donc, on va mesurer ces réseaux d'interaction. Donc ici, vous avez le réseau d'interaction des bactéries à l'échelle du RMQS, tous les sols de France. Alors, les ronds sont des bactéries et les traits verts et rouges sont des interactions. En vert, ce sont des interactions positives. Et en rouge, ce sont des interactions négatives. Et les deux types d'interactions, alors positives, c'est-à-dire qu'elles vont coopérer. Négatives, c'est-à-dire qu'elles vont être en antagonisme, en prédation, en compétition. Et il faut les deux types d'interactions pour qu'une communauté soit stable et fonctionnelle. Il ne faut pas que des interactions de coopération ou que des interactions négatives. Il faut vraiment les deux types d'interactions. Alors, à l'échelle de la France, bon, voilà, on a un beau réseau bien complexe, mais ce n'est pas très intéressant. Par contre, on les a comparés, ces réseaux d'interaction, bien sûr, entre les modes d'usage, donc entre les prairies, les forêts, les grandes cultures et les vignes. Au niveau des bactéries, pour mémoire, je vous rappelle que la diversité des bactéries elle est plus importante dans les grandes cultures et la vigne par rapport aux forêts et prairies. Donc potentiellement, si j'ai plus d'espèces, j'ai plus d'interactions, potentiellement. Voilà les réseaux au niveau de la forêt et de la prairie. Donc vous voyez en forêt un réseau très complexe, très dense, avec du négatif et du positif. En prairie, déjà, on sent qu'il se simplifie un petit peu, qu'il est en train un petit peu de s'étaler. Et puis quand on arrive en grande culture et surtout en viticulture, eh ben on a un réseau qui se simplifie énormément avec une perte énorme d'interactions. Plus de 80% des interactions sont perdues entre la forêt et la prairie, malgré une augmentation de diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une augmentation de diversité qui est due à des bactéries opportunistes dans les systèmes agricoles. C'est-à-dire que la perturbation stimule de la diversité, certes, mais c'est une diversité opportuniste qui ne travaille plus avec le reste de la communauté. Et au final, alors vous ne pouvez pas tout lire, mais comme les réseaux sont moins complexes, la communauté elle est moins stable et moins fonctionnelle au niveau des systèmes agricoles. Donc c'est un petit peu un paradoxe microbien. Je suis désolé de brouiller un peu les cartes, mais on a une augmentation de diversité, mais il faut vérifier que cette diversité soit bénéfique pour l'écosystème et son fonctionnement. Alors voilà la promo, 2 atlas, un qui est sorti, donc je crois qu'il y en a un exemplaire sur le stand UMR Agroécologie. En fait, les résultats qu'on a obtenus à l'échelle de la France sur le RMQS, on les a mis de façon très naturaliste dans un atlas qu'on a appelé l'Atlas français des bactéries du sol. On a trouvé un éditeur qui était capable de publier ça, parce que c'était un peu challenging hein, de faire un atlas des bactéries. Qui ça allait intéresser? Alors, ce n'est pas un best-seller non plus, mais c'est encore un ouvrage qui, depuis 5 ans, se vend raisonnablement pour de la littérature scientifique. Et puis, les résultats sur les champignons sont en train aussi d'être mis en forme vers l'Atlas français des champignons du sol. Donc, ça va être le pendant des bactéries. Et lui, il va sortir en mars 2024. Voilà, donc vous aurez les cartographies nationales des champignons, des taxons aussi, de toutes les grandes espèces de champignons, détectés de façon moléculaire dans le sol, et non pas par observation, comme le font la plupart des mycologues, hein, professionnels ou amateurs. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche, beaucoup plus exhaustive. On n'est pas mycologue. Et on s'est permis de faire un atlas des champignons parce que c'est une approche d'écologie microbienne et avec des outils moléculaires. Alors, comme il me reste peu de temps, j'avais encore 2 choses à vous montrer, mais j'en montrerai qu'une. Mais ça, c'est important parce que voilà, on revient sur l'échelle de la Bourgogne. Et donc, je vais vous parler du projet Prodige, qui est porté par Dijon Métropole et cofinancé, alors financé par la Banque des Territoires, la région Bourgogne. C'est bon, le logo il est en haut, il n'est pas en bas dans le bandeau, etc. Et puis d'autres partenaires, Dijon Céréales, le groupe Rouillé, et le gouvernement bien sûr. Et donc, en fait, comme la France est le premier pays au monde à avoir un inventaire de la diversité de ses sols et notamment de la diversité microbienne, et ben, le territoire dijonnais,
au sein de la Bourgogne, est le premier territoire à avoir investi depuis quelques années massivement pour mieux connaître la qualité de ces sols et notamment la qualité biologique de ces sols. Donc je vais vous décliner un peu ça rapidement. Alors ce projet, il est beaucoup plus large que les sols, hein. C'est un projet d'alimentation durable 2030 qui a quand même un adage qui est de mieux produire pour mieux manger, et le mieux manger stimule le mieux produire, et le mieux produire stimule le mieux manger. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux d'une alimentation durable. Et le but, c'est de faire une transition alimentaire à l'échelle du territoire, mais aussi une transition écologique. Et nous, au sein de ce gros projet, hein, où il y a une vingtaine d'actions, il y a une action, enfin il y en a deux, mais celle que je vous présente aujourd'hui, c'est l'action Sol Expert. On a aussi l'action Sol Mutation avec Sandra Barantal qui est dans la salle et qui est plus participative. Et l'action Sol Expert, elle est là pour regarder l'impact de la production alimentaire, la production agricole en Bourgogne sur la qualité des sols. Alors l'aire de jeu, j'ai envie de dire, c'est l'aire urbaine de Dijon Métropole, donc 3300 km², donc un territoire quand même assez grand, 385 000 habitants. Donc assez densifié aussi. Donc c'est sur ce territoire qu'on va travailler. Et sur ce territoire, on a développé une stratégie d'échantillonnage des sols, donc c'est tous les petits ronds que vous voyez, extensive sur tout ce territoire de 3300 km² et intensive, c'est-à-dire avec un nombre de sites très important et surtout très représentatif de l'hétérogénéité de ce territoire. Alors quand on regarde un peu plus précisément cette aire urbaine, on voit qu'à l'ouest, on a la plaine de Saône avec globalement les grandes cultures. Là, on a la côte viticole. Alors, Dijon n'est pas là, hein. J'ai oublié de le recentrer. Dijon est ici, la ville. Et puis, à l'est, vous avez la plaine. À l'ouest, vous avez les plateaux avec les forêts, le début du Morvan d'ailleurs, et les prairies, et encore quelques grandes cultures. Et voilà l'échantillonnage qu'on a fait. 300 sites, beaucoup en grande culture, pas mal en vigne. Alors, on a un peu surreprésenté la vigne malgré sa surface, parce que c'est un peu emblématique. Et puis, on sait qu'il y a des petites problématiques en vigne qui pose souci. Donc on a un peu intensifié la vigne pour avoir des échantillonnages assez représentatifs. Des prairies, des forêts, des maraîchages en fonction des différents usages ruraux et agricoles que l'on avait sur cette aire urbaine. Alors, je ne présenterai pas les résultats, mais on a aussi un échantillonnage sur la ville de Dijon, d'une centaine de sites, ce qui est énorme hein, pour une ville de la taille de Dijon, et même pour une ville tout court, parce que quand vous regardez la biodiversité des sols urbains, vous avez très peu de littérature internationale là-dessus. À New York, on a Central Park, à Bangkok, on a quelques jardins, des choses comme ça. Mais là, Dijon, on a fait vraiment un quadrillage grâce au jardin de l'Arquebuse et à Dijon Métropole, avec tous les aménageurs urbains, pour regarder toute la biodiversité des sols, bien sûr, qu'on pouvait avoir. Pas ceux qui sont imperméabilisés, mais ceux qui sont accessibles. Je reviens sur le rural. Et donc, sur cet échantillonnage de sol, on a aussi appliqué un tableau de bord de plus de 50 indicateurs, chimie, physique et biologie. Alors, vous ne les voyez pas, mais c'est les organismes que je vous montrais. C'est-à-dire que c'est presque la première fois qu'on a un tableau de bord aussi conséquent. Alors physique et chimie, ça on a un peu l'habitude, hein. Mais au niveau biologie, on va des bactéries jusqu'aux vers de terre, en passant presque par tous les organismes, les nématodes, les colamboles, les arthropodes, les fourmis, les araignées, etc., etc. Alors on ne les a pas tous pris, mais c'est la première fois qu'on a un tableau de bord aussi complet. Et donc, si on regarde les premiers résultats, parce que le projet est en cours, donc je vais vous montrer des premiers résultats. Voilà la carte de la Bourgogne de la biomasse moléculaire microbienne. Si vous vous rappelez la carte des usages, ici on était dans les grandes cultures, ici on était dans la vigne, et ici on est dans les forêts et les prairies. Donc vous voyez que la biomasse est un peu supérieure. Dans les plateaux, on est plutôt sur des systèmes naturels et semi-naturels. En vigne, c'est un peu plus bleu, puis les grandes cultures sont assez bleus. Donc ça va un peu avec la même discrimination que l'on avait à l'échelle nationale, c'est-à-dire moins de biomasse dans les systèmes agricoles par rapport aux systèmes naturels. Et si on regarde la carte de la diversité bactérienne et de la diversité de champignons, elles sont un peu plus complexes que la biomasse, un peu plus difficile à interpréter en termes d'impact. Donc j'en tirerai pas des conclusions énormes. En plus, les structurations spatiales ne sont pas très significatives, contrairement à celles de la biomasse. Mais en tout cas, on a ces cartographies de diversité de bactéries, de champignons à l'échelle du territoire. Celle des nématodes aussi, alors je les présente sans être spécialiste, hein. Et puis celle des vers de terre, et on a aussi celle du carbone, avec le carbone total ou le carbone à stocker, donc ce qui est aussi important en termes de transition écologique et climatique. Donc la Bourgogne, enfin en tout cas l'aire urbaine de Dijon Métropole, est le premier territoire au monde qui caractérise et qui cartographie la qualité de ces sols, qu'elle soit bien sûr biologique ou qu'elle soit physico-chimique. Alors je vais finir par ça, parce qu'il me reste plus de temps. 2 minutes, donc je vais finir par ça. Je ne vous parlerai pas des vignes et du projet Ecovitisol, c'est pas grave. Voilà les impacts des modes d'usage estimés en Bourgogne. Donc on a regardé en fait la séquence d'impact des modes d'usage. Alors forêt, prairie, grande culture, maraîchage, vigne.
Quand on regarde la biomasse microbienne, tout va bien tant qu'on est dans les forêts, les prairies. Dès qu'on sort dans les systèmes agricoles, la biomasse chute. Bon, ça c'est assez maintenant logique par rapport à ce qu'on a montré auparavant. Quand on regarde la diversité bactérienne, quand elle est plus importante au niveau des prairies, elle n'est pas très bonne dans les forêts bourguignonnes en termes d'impact. Alors bon, après avoir la typicité des forêts bourguignonnes, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'historiquement, les forêts qui sont dans les hauts plateaux sont sur des sols très peu profonds, donc qui naturellement ne sont pas très riches non plus. Voilà. Et puis dès qu'on passe en système agricole, on n'est aussi pas très bon, mais on est orange, hein, on n'est pas rouge. Et la diversité des champignons, tout va bien tant qu'on est en forêt. Et dès qu'on passe dans des systèmes, alors même prairiaux et grandes cultures, viticulture, etc., on chute. Et le maraîchage chute encore plus que les autres modes d'usage. Pourquoi ? Pas totalement illogique. Alors le maraîchage, on met beaucoup de matière organique, donc c'est un côté assez vertueux. Par contre, qu'est-ce qu'on travaille le sol ? On est toujours en train de gratter et on a beaucoup de cultures qui se succèdent en une seule année, contrairement à la grande culture, où là, on a une ou deux cultures maximum, avec des intercultures quand il y en a. Là, vous avez plusieurs cultures, et à chaque fois, généralement, on travaille le sol, et donc ça déstructure le sol, et ça fait une agression physique très importante pour les champignons. On est allé un peu plus loin, parce que... Alors, non, pardon, je vais vous présenter les réseaux d'interaction aussi. Voilà les réseaux, donc comme pour le RMQS, on les a fait à l'échelle du territoire en fonction des modes d'usage. Les forêts, on a un réseau relativement complexe, densifié, et quand on passe en prairie, grande culture, ça chute, maraîchage, on est à peu près similaire dans ces trois modes d'usage. Et sur la vigne, c'est un peu comme à l'échelle de la France, on a une perte très significative des interactions. Donc on est sur des communautés qui peuvent encore avoir pas mal de micro-organismes, assez diversifiés, mais qui en termes d'interaction n'en ont plus beaucoup, et donc ne sont pas des communautés qui sont très fonctionnelles et très stables. Donc voilà l'impact de ces modes d'usage sur la complexité des réseaux d'interaction microbiens. Et puis l'avantage d'un territoire, c'est qu'on peut enquêter les agriculteurs, regarder des enquêtes, faire des itinéraires techniques et essayer de regarder un petit peu ce qu'il en est sur l'impact de ces itinéraires techniques. Et les agriculteurs sont très demandeurs de connaître l'impact de leurs pratiques sur la qualité de leur sol, historiquement physico-chimique et de plus en plus biologique. On avait 4 grands types d'itinéraires techniques, les bio, des sans-labour. Alors ce qu'on appelle sans-labour, ce n'est pas obligatoirement de l'agriculture de conservation, hein, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement le cahier des charges dans toute sa complexité, mais en tout cas, ils réduisent significativement le labour. Et puis ceux qui labourent et qui font de la fertilisation organique, et ceux qui labourent et qui font de la fertilisation minérale. Donc 3 conventionnels avec des cahiers des charges différents et un cahier des charges bio. Bio qui peut labourer, hein. C'est-à-dire que d'ailleurs souvent on voit que les bio des fois labourent de façon assez intense. Ce que l'on voit à l'échelle du territoire, encore une fois, hein, c'est pour le territoire de l'aire urbaine dijonnais, c'est que la biomasse, tout va bien quand on est en bio et sans labour. C'est assez logique, hein. Le bio, y a moins de pesticides chimiques, donc moins de biocides. Et puis le sans labour, il protège, il utilise encore des pesticides chimique, mais il agresse moins mécaniquement le sol. Donc pour 2 raisons différentes, on a quand même des itinéraires techniques qui sont un peu plus vertueux pour la quantité de micro-organismes. Par contre, dès qu'on est en labour et en fertilisation, alors minérale ou même organique, dès qu'on rajoute le labour et le chimique, là on a des itinéraires qui sont dépréciés, enfin des sols associés à ces itinéraires qui sont dépréciés en quantité de micro-organismes. Pour la diversité des bactéries, en fait, le bio à l'échelle du territoire a l'air relativement vertueux. Par contre, qu'on laboure ou qu'on ne laboure pas, il n'y a pas vraiment de différence. Et quand, par contre, on a un labour avec une fertilisation minérale, encore une fois, les engrais minéraux ne sont pas toxiques pour les micro-organismes, mais ils ne ramènent rien, contrairement à la matière organique qui va les nourrir. Donc ce sont des éléments minéraux qui voient passer et qui vont directement à la plante ou ailleurs. Mais en tout cas, ça rajoute un niveau de perturbation parce qu'il n'y a pas d'alimentation organique pour les micro-organismes, notamment pour les bactéries. Et les champignons, à l'échelle de la Bourgogne, c'était un petit peu la carte qu'on avait, ils sont moyens un peu partout. Dans ces itinéraires techniques, que ce soit en bio, en sans labour, en labour avec matière organique ou minérale, les champignons sont un petit peu partout moyens. Alors, expliquer ça, c'est peut-être encore un peu prématuré, ça peut être dû à une typicité du sol, voilà, mais en tout cas, c'est moyen. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Et là, les itinéraires techniques ne différencient pas la diversité des champignons. Voilà, donc je vais finir là-dessus, parce que j'ai plus de temps. J'avais prévu de vous parler d'un dernier projet qui s'appelle Ecovitisol, qui est plus spécifiquement sur la vigne, et notamment en Bourgogne, mais aussi en Alsace. Alors il y avait la Bourgogne du Nord, Côte de Nuit, Côte de Beaune, et la Bourgogne du Sud, Mâcon, Châlons. Mais j'ai pas le temps. Et là, on rentrait par des modes de production, biodynamie, bio et conventionnelle, parce que c'est une vraie question aussi. On a commencé à les comparer à l'échelle du territoire, mais là, on faisait un échantillonnage véritablement équilibré entre les bio, les conventionnels et la biodynamie, parce que la biodynamie, alors c'est un mode de production qui fait beaucoup parler, qui est assez clivant aussi, mais qui est d'actualité, qui est très présent en vigne, et notamment en Bourgogne.
Donc c'était important de l'investiguer, mais j'ai pas le temps de vous le présenter. Voilà. Alors, qui veut poser des questions? Ne vous privez pas, il y en a une là. Bonjour, Perrine Lair d'Alter Bourgogne. J'anime le réseau Bocage Aide de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui explique ma question tout de suite. Merci beaucoup pour l'exposer. J'ai été super contente en voyant votre diapo d'intro, parce que voilà, elle m'a rappelé quand même pas mal mon quotidien. Et du coup, je voulais savoir ce qu'il en était du rôle des arbres hors forêt, si vous l'avez étudié ou pas. Agroforesterie, quoi. Oui. Bon, alors, on l'a étudié. Intra ou interparcellaire. Voilà, on l'a étudié avec une association qui s'appelle Arbres et Paysages. En fait, on l'a étudié en vigne, pas en Bourgogne, c'était plutôt dans le sud de la France, parce qu'elle est basée dans le sud de la France. Et le problème qu'on avait, alors donc c'était des haies d'arbres qui étaient mis soit carrément dans le rang, soit avec des bandes enherbées entre les parcelles. Enfin, le problème, c'est qu'en agroforesterie, il n'y a pas deux parcelles identiques. On est au bord d'une forêt, c'est de l'agroforesterie, voilà, etc., etc. Et en fait, le problème qu'on avait, c'est que, alors on l'a fait aussi avec le monde de Jamy, c'est vrai que j'allais oublier, en système de grande culture. Ça, c'était un peu plus communication, et il y a eu un épisode de Jamy là-dessus. Et en fait, mettre des arbres, c'est toujours bénéfique parce que ça met de l'hétérogénéité. Donc créer de l'hétérogénéité, c'est créer de la diversité et de la biodiversité au niveau du sol et au niveau aérien. Ça fait des microclimats, ça attire des insectes, et au niveau du sol, c'est des nouvelles racines d'une nouvelle plante avec une litière, et ça crée des nouveaux habitats. Par contre, est-ce que l'arbre lui-même a un impact sur la qualité du sol dans la parcelle? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Les essais qu'on a fait dans ce projet avec Arbres et Paysages, les arbres avaient 7 ans, c'était des fruitiers, et avaient peu d'enracinement, étaient trop jeunes. Et aujourd'hui, on n'a pas relancé d'études. Et avec le monde de Jamy, on a montré que dans la bande d'arbres, il y avait une diversité très différente de celle de la parcelle, donc c'était bien, plutôt que d'avoir quelque chose de monotone. Encore une fois, on parle des coupes, ça c'est dans le temps, mais dans l'espace, c'est important aussi de mettre de la biodiversité, donc de l'hétérogénéité. Donc, par principe, je dirais que l'agroforesterie est bénéfique parce qu'elle crée de l'hétérogénéité et que ça va augmenter la diversité à l'échelle du paysage, aussi bien au niveau du sol. Et donc, ça va augmenter les services, les fonctions. Mais un impact direct sur la qualité du sol dans la parcelle de l'arbre, aujourd'hui, et à combien de mètres aussi, en fonction de l'arbre, de l'essence de l'arbre, de ses racines, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Autre question? Oui. Bonjour. Curmi. Ça marche bien. Bonjour Pierre Curmi, ancien pédologue à la retraite. Par rapport à ta très belle présentation, j'ai juste une toute petite critique, tout à fait au début, où tu as présenté le sol comme patrimoine culturel. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'il faut je sais que aux journées d'études des sols à Dijon, on a eu une intervention de quelqu'un du Césaire qui nous a expliqué qu'ils ont essayé de faire considérer le sol comme un patrimoine pour que, du point de vue législatif, on puisse appliquer les lois qui s'adressent au patrimoine. Et ils n'ont pas réussi. Alors, ça va faire référence à une communication qu'on aura demain, je crois. Mais ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. C'est que le sol, il a été créé par des dizaines, des centaines de milliers d'années, et qu'il s'érode, qu'il disparaît extrêmement rapidement. Et à l'échelle d'une vie humaine, on ne va pas reconstituer un sol. Non, tu as raison, ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur la réglementation en introduction. Il n'y a pas de réglementation sur le sol. Il y a de réglementation sur l'eau avec l'ONEMA, des instituts, etc. Il n'y a pas une agence de sol, il y a une agence de l'eau. Alors maintenant c'est l'OFB parce que ça a été tout, voilà. Et donc il n'y a pas de réglementation dans les SCOT, dans les PLU, il n'y a rien sur la qualité des sols. Et le foncier aussi ne prend pas en considération la qualité des sols. Elle prend en considération dans les baux ruraux des domaines de production, etc. Mais la durabilité par la qualité des sols n'est pas considérée. Ça va changer parce que nous, on est démarchés par des experts fonciers. Alors,
d'abord en vigne, mais je pense que ça sera après plus général, qui sont intéressés pour revisiter leurs indices de foncier, en mettant bien sûr les notions de productivité, etc., parce qu'il y a une notion économique, mais aussi les notions de durabilité, qui est la qualité du sol. Et donc la qualité du sol va rentrer petit à petit dans ces indicateurs fonciers, parce qu'il y aura une notion de production et de durabilité de la production. Pour les SCOT, les PLU, il faut faire une réglementation. Le gros problème qu'on va avoir, c'est de mesurer cette qualité des sols. Ce n'est pas un problème technique. Les outils, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter parce que dans EcoVitisol, on fait des indicateurs. Je vous en montre très rapidement, ça me permet quand même de le distiller. Voilà. Nos outils de biomasse, de diversité sont devenus des indicateurs. On a des méthodes standardisées, on a un référentiel national qui est le RMQS et qu'on est les seuls à avoir. Donc on peut faire des bioindicateurs que l'on distille depuis 10 ans au monde agricole pour évaluer à la parcelle la qualité microbiologique, notamment de leur sol. Ce n'est pas un problème d'outils, ça va être un problème de financement de tout ça, de consentement à payer, de coûts associés, et donc de développer, mais là aussi il y a une notion de richesse à développer, toute une filière technique d'indicateurs qui servira aux politiques publiques, qui servira au monde agricole, aux aménageurs urbains, aux jardiniers, etc. etc. Donc voilà, la réglementation va appeler des notions de qualité, donc d'indicateurs, et à un moment il faudra mesurer tout ça. Donc il y a toute une filière à mettre en place sur cette notion de qualité des sols et qui irradiera le foncier, la réglementation, etc. Les labels aussi. Bonjour, Daniel Gilbert, l'Université de Franche-Comté. J'aime beaucoup les petits graphiques de co-occurrence. Oui, ça vient un peu de chez toi, Daniel. Nous, on a montré que, c'était sur la pollution de l'air, on a montré que ces réseaux, ils étaient très perturbés, par exemple par le cuivre, par le zinc, par le NO2. Est-ce que tu as des données qui permettraient de refaire ces super petits trucs avec, par exemple, glyphosate, pas glyphosate, ou néonicotinoïdes? Tu veux m'emmener dans un débat clivant? Non, mais avec toutes les données que vous avez, je pense que vous arrivez à faire ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? On pourrait le faire avec le cuivre, mais je t'avoue qu'on ne l'a pas fait. C'est dommage. C'est dommage, c'est vrai. Mais on commence à accumuler des sols viticoles, parce que quand on parle de cuivre, et avec des taux de cuivre différents. Le problème, c'est que quand tu as des taux de cuivre différents, c'est dû à l'historique, mais c'est dû aussi au type de sol. C'est-à-dire qu'un sol sableux va un peu plus perdre du cuivre dans le temps, alors qu'un sol limono-argilo-calcaire, lui, va le retenir presque totalement. Et donc l'accumulation du cuivre est due aussi à la physico-chimie du sol. Donc ça aussi, ça vient perturber les réseaux. Tu vois, c'est un peu aussi les effets confondants. Glyphosate, pas glyphosate, oui, non, on n'a pas. Pourquoi on n'a pas? Parce que c'est très rare les mesures de pesticides dans les sols. On les mesure au quotidien dans l'eau. Et encore, des fois, on est un peu en retard quand on doit faire des informations aux citoyens. Dans les sols, on a eu une communication de l'INRA, dans les sols du Nord, les pesticides. Nous, on les a mesurés sur les aires urbaines, parce qu'on avait un budget pour la pollution des sols. Je ne vous l'ai pas montré aujourd'hui, mais il y a des pesticides dans les sols agricoles, et ces taux de pesticides diminuent en fonction du bio et de l'historique de bio, ce qui semble logique, hein, puisqu'ils se dégradent petit à petit. Mais on ne l'a pas fait. On n'a pas fait les réseaux à ce niveau-là. Ça sera intéressant. Bonjour, je suis Sophie Jolivet du Jardin de l'Arquebuse. Moi, j'avais une petite question par rapport à la restauration, à la restauration du coup des écosystèmes fonctionnels. Vous avez bien montré qu'avec une baisse de 30%, etc., il y a plein d'impacts. Mais est-ce que vous avez aussi étudié le temps ou la durée de la restauration d'un sol pour qu'il soit à nouveau fonctionnel? Alors, on l'a étudié sur nos indicateurs d'abondance et de diversité. Et alors, je parle pour les micro-organismes, hein, qui sont des organismes assez dynamiques, qui se multiplient vite, qui s'adaptent, etc. Ça ne sera pas les mêmes échelles de temps pour la faune du sol, qui sont des organismes un peu plus complexes et dont je suis moins expert. En fait, quand on commence à... Ça, on le fait avec les agriculteurs dans nos projets participatifs, quand ils commencent à changer leurs pratiques, c'est-à-dire que, par exemple, un viticulteur qui travaille beaucoup le sol, qui n'enherbe pas, qui ne met pas de matière organique, je ne parle même pas des pesticides, quand il commence déjà à limiter son travail du sol, à remettre une couverture du sol, plus quelques amendements organiques, dès l'année d'après, la biomasse microbienne, elle remonte. C'est hyper réactif parce que globalement, on remplit le frigo et les micro-organismes ont des temps de génération très courts. Hein. Alors le sol est un environnement un peu plus complexe, mais en 1 heure, le temps de génération d'une bactérie dans le sol, ça peut être 1 heure. Donc elle se multiplie toutes les heures quand les conditions sont bonnes. Elles sont rarement super bonnes, hein. Le sol est un milieu oligotrophique. Mais voilà, si on lui met de la matière organique, un couvert végétal et qu'on ne casse pas ses habitats, ça peut être rare. Pour la diversité, ça peut être un peu plus long. Alors là, ça... Et puis la diversité, encore une fois, il y a la bénéfique et la moins bénéfique. Donc après, il faut vérifier
que les fonctions suivent. Mais globalement, pour les agriculteurs, le message qu'on leur dit, c'est que ce n'est pas en 2 générations que vous allez réparer ce que vous avez fait sur les microbes. Ça peut être très rapide, à partir du moment où vous appliquez les bonnes pratiques. C'est ça. Et indépendamment aussi peut-être d'en acheter de la biodiversité, parce qu'il y a beaucoup de ventes de biostimulants, de choses comme ça, de micro-organismes qui vont améliorer la fertilité. Et nous, on leur dit plutôt changez vos pratiques, restimuler la biodiversité de vos sols. Et après, vraiment, si ça ne marche pas, ben, vous voyez, pour mettre des adjuvants, ou des bactéries ou des champignons qui pourraient aider, mais d'abord par les pratiques. Donc ça peut être assez rapide. Sur la faune, je ne me prononcerai pas parce que voilà, c'est des organismes qui doivent recoloniser, etc. Donc ça peut prendre sûrement un peu plus de temps. Mais on n'est pas sur 50 ans non plus, quoi. Merci. On va s'en tenir là. Merci à vous. Vous pourrez poser des questions à la pause, des questions supplémentaires, tellement le sujet est passionnant.